À cette époque-ci, voilà la façon dont les choses se passaient. Eh bien, je faisais partie d'une promotion de 120 médecins, n'est-ce pas? Ces 120 médecins étaient essentiellement des médecins militaires et qui venaient pour une partie de l'école de santé navale et pour une partie de l'école de Lyon. À cette époque-là, en Afrique noire, il n'y avait que les médecins militaires qui étaient des médecins hors cadre, c'est-à-dire que nous étions en réalité militaires, mais nous étions civils. Par conséquent, vous voyez, toute l'ossature du service de santé était constituée par ces médecins militaires hors cadre. C'était à partir de 51. Et alors, ce qu'il faut dire, surtout aussi pour tous les médecins comme moi, c'est que nous faisions des séjours de au moins 3 ans et demi au même endroit. Oui. C'est-à-dire qu'on arrivait, au bout de 3 ans et demi, on arrivait à bien connaître la population. On était 3 ans et demi à 4 ans au même endroit sans revenir en France. Parce qu'à ce moment-là, revenir en France, c'était un voyage. Donc on passait quand même 3 ans et demi dans le même poste. Alors, l'arrivée à Tombouctou, on a été étonnés, on pense que Tombouctou, tout le monde connaissait Tombouctou. Or, Tombouctou était une petite ville et quand nous sommes arrivés, le médecin que je remplaçais n'avait pas sa femme parce qu'il l'avait renvoyée en France. Et ma femme était, quand nous sommes arrivés, la seule femme européenne à Tombouctou. Alors, quand nous sommes arrivés à Tombouctou, il n'y avait pas d'électricité. On avait des frigidaires à pétrole. Et à tout point de vue, il y avait une très bonne ambiance. Tout le monde s'entendait très bien. On s'entendait très bien avec les militaires, parce que moi, en réalité, je comptais comme civil, bien que j'avais tous les avantages des militaires et tous les avantages des civils. Mais en même temps, donc, j'avais beaucoup plus de liberté, bien sûr, que les militaires. J'avais tous les avantages des deux côtés. Mais il y avait une très très bonne ambiance, on s'entendait très bien, et on s'entendait très bien aussi avec les civils. Mais c'était évidemment une petite ville de province. D'ailleurs, au point de vue même administratif, Tombouctou, pour le commandant de cercle, c'était pas un poste très important. Il y avait une subdivision, mais c'était un poste beaucoup moins important que Gao, par exemple, beaucoup moins important que Mopti. Alors c'était une population très mobile. Je crois que peut-être le commandant de cercle savait-il à peu près ce qu'il y avait comme population sédentaire, mais la population sédentaire, elle représentait le tiers de ce qu'on trouvait dans la ville. Tombouctou était un énorme mélange de populations. Donc il faut compter que vous aviez les Songhai, le Songhai qui est la population donc sédentaire de Tombouctou, le Songhai. Bon. Vous aviez également donc les Maures qui est donc origine mauritanite. Vous aviez des Bambara quand même, pas mal de... Les Peuls, il y avait beaucoup de Peuls à Tombouctou, des Sceaux, beaucoup de Peuls. Et puis alors vous aviez les Touaregs. Et alors tous ces gens-là parlaient souvent une langue différente. Et mon infirmier dont je vous parlais pas l'heure, le secrétaire, Baba Saloum, il avait ça de formidable, qu'il parlait toutes les langues, lui. Mais très souvent, il parlait... Un Songhai ne parlait pas le tamashek, oui. Songhai ne parlait pas forcément l'arabe. Oui, mais c'était, je crois, une des rares villes où il y avait tout ce mélange de populations. Les rues de Tombouctou, pendant toute une partie de l'année, elles étaient immuables, c'est-à-dire elles étaient sèches, il y avait un petit peu de ravinement, ça. Et puis alors ça changeait complètement au moment de la première tornade. Parce qu'à ce moment-là, alors, la pierre de Tombouctou, tout était construit en pierre de Tombouctou, des pierres que l'on coupait.
Mais le paysage était complètement différent quand on était donc en hivernage ou quand en période sèche. Mais sans cela, on pouvait évidemment parfaitement circuler en 4x4 ou en Land Rover, absolument. Mais le paysage, c'était essentiellement le paysage de la pierre de Tombouctou. Le quartier administratif, il y avait essentiellement la maison du commandant de cercle, qui doit toujours être la même, je pense, oui. Les bureaux du commandant de cercle étaient assez restreints. Et puis, il y avait la poste à l'arrivée. La poste qui était un bâtiment neuf, là, c'était un bâtiment poste, mais c'était tout à fait à l'entrée. Puis c'était tout. Hein. Alors, il y avait les militaires, avec tout le territoire militaire, le logement donc du commandant militaire, du chef de poste, c'était au Fort Ugny, qui était tout à fait à l'autre bout de la ville, alors complètement tout à fait à l'extérieur. Vous voyez, du côté quand on montait vers Taudény, là, mais sans ça, le quartier administratif, il n'y avait pas de quartier européen. Hein. Alors, l'école, il y avait deux écoles. Il y avait l'école communale, l'école normale, vous voyez, avec un instituteur français qui était marié avec une institutrice française. Et comme moi, je m'occupais justement régulièrement, je surveillais les enfants de l'école. C'était d'ailleurs très intéressant parce que quand on voyait ces enfants qui avaient 6-7 ans, ils avaient des rates qui étaient énormes, et puis quand ils arrivaient à 14 ou 15 ans, la rate avait diminué, s'était immunisée, c'était très, très intéressant. Et alors il y avait donc l'instituteur français qui avait avec lui des instituteurs africains également, alors, qui étaient et puis alors il y avait la médersa. La médersa qui était dont le directeur, à cette époque-là, s'appelait M. Nekli. M. Nekli qui est devenu ensuite ambassadeur en Algérie. Vous voyez, Nekli. C'était un type très bien, Nekli. Sa femme, alors il était très islamisé, par exemple. Sa femme ne sortait jamais, on ne la voyait jamais. Moi, je la voyais, mais elle ne voyait jamais une autre. Alors lui, justement, c'était un cas il faisait partie, pourtant, il faisait partie des notabilités. Eh bien, jamais sa femme ne voyait une autre femme. Elle était tout à fait bouclée, hein, fermée. Et alors il y avait les enfants donc ils étaient à la médersa, ils n'allaient pas dans l'autre école. Et la médersa c'était assez important, mais l'école communale aussi. Et puis alors les autres écoles c'était des écoles de brousse. Alors au marché on vendait pas grand-chose en réalité. On vendait un petit peu du mil, on vendait des citrons qu'il arrivait à recevoir, mais pratiquement quand nous sommes arrivés, par exemple, on n'avait pratiquement pas de légumes. On avait des légumes qui étaient des légumes en conserve, justement, essentiellement. On avait des citrons, mais on ne recevait même pas de mangue, on n'avait pas on avait des pommes de terre qui arrivaient quelquefois,
Mais c'était tout. Au marché, c'était surtout en réalité du mil et puis des vêtements. Et puis alors, ils vendaient des trucs comme la cola, tout ça. On vendait aussi de la viande. Aussi, ils vendaient de la viande qui était des moutons, du poisson. Oui. C'était le cuisinier qui faisait le marché, Oui. oui, généralement. Là, j'étais venu là pour le besoin de la cause, pour faire un petit souvenir. Mais en réalité, elle ne faisait pas le marché, c'était le cuisinier qui le faisait. Les Tombouctiens mangeaient du riz et du mil. Mais ils mangeaient beaucoup de mil. Et puis alors, le grand luxe, c'était la viande de mouton, essentiellement, le poisson. Oui. Et alors, quand on pouvait, ils mangeaient également le gibier, parce qu'on avait quand même, il y avait beaucoup de gibier autour de Tombouctou à cette époque-là. Vous me disiez que maintenant il y en avait presque plus. Et quand on tuait une gazelle, alors là ils étaient très contents. Ils ne mangeaient jamais de phacochère, évidemment. Il faut dire que pour le commerce, pour revenir justement, parce que le marché et le commerce étaient donc il y avait la FAO, il y avait le Morel-et-Prom, mais il y avait également des Libanais, qui en réalité étaient des Syriens, mais on les appelait tous Libanais là-bas. Et c'était des Syriens également, et donc les Européens achetaient beaucoup de conserves. On achetait beaucoup on avait des conserves. Les Tombouctiens, ils avaient du lait de chamel. Oui, ils consommaient du lait de chamel. Mais sans ça, il y avait le lait artificiel, mais les femmes nourrissaient tous leurs enfants. J'ai beaucoup de souvenirs dans cette maison. Donc c'était une maison en pierre de Tombouctou. Alors elle se composait essentiellement en bas. Nous avions en dehors de la maison la cuisine, alors qu'elle était complètement en dehors, on n'y mettait jamais les pieds, moi je n'y mettais jamais les pieds, c'était le territoire du cuisinier. Et il y avait donc, quand nous sommes arrivés, les militaires nous ont fait creuser un puits. C'est là d'ailleurs que j'ai vu essentiellement le puisatier. Il y avait un puisatier français, on lui avait demandé, et avec sa baguette de coudrier, il a dit il faut creuser le puits à cet endroit. Et effectivement, on a creusé le puits et il y avait de l'eau. Et alors, donc, le matin, il y avait des prisonniers qui faisaient des corvées là-bas. Et ils venaient, ils nous prenaient de l'eau, on remplissait le truc de la douche. Alors, le lion, c'était mon frère et ma belle-sœur étaient venus nous voir. Et ma belle-sœur, on lui avait fait cadeau donc d'un lion et d'une petite lionne. Bon, elle n'avait pas gardé la lionne, et qui ensuite a été au zoo de Bamako. Et elle nous a apporté le lion. Quand on a trouvé le lion, on l'a gardé. Et ce lion, donc on l'a gardé à peu près une bonne année. Il était gentil comme tout, il était très joueur. Quand on montait pour aller se coucher, il se mettait en haut de l'escalier, pof, il nous fonçait dessus pour le mordiller. Et toute la nuit, il passait son temps à faire le tout sur le remblai. On n'avait pas de radio. On n'avait pas de radio, et on avait fait une chose que j'ai oublié de vous dire, qui était, le courrier, par exemple, était très, très rare, le courrier. On avait ce qu'on appelait le courrier bateau. Alors le courrier bateau, c'était une fois par mois, en période de haute eau. Et puis sans ça, il y avait très peu de courrier, parce qu'il fallait donc le courrier avion, qui était beaucoup plus rare aussi, parce qu'il n'y avait pas un avion tous les jours pour Gundam, il y avait un avion par semaine. Mais on s'en passait très bien. Et le 14 juillet, c'était la grande fête à Tombouctou, bien sûr. Et c'était une fête qui était très, très aimée par les Européens, c'était normal, et également par la population, parce qu'il y avait toute une de festivités, de courses. Il y avait d'autre part les goumiers qui défilaient. Et ça, c'était vite fini. Puis enfin, ils étaient quand même pas très nombreux, ils étaient une centaine. Ça. Et puis l'après-midi, alors, il y avait la fête. Alors, c'était les militaires qui organisaient les fêtes. Alors, les militaires, donc, c'était bien organisé. Alors, ça consistait, d'une part, avec des courses.
Alors, il y avait des courses de chevaux, il y avait des courses de chameaux, il y avait des courses d'ânes. Les danses, ce sont les Guinéens surtout qui étaient très, très, très jolis, c'était très bien. Alors, le but des tournées était, premièrement, de visiter les différents postes infirmiers qui existaient donc, dans le cercle et dans la subdivision de Raharousse, de voir si l'infirmier faisait bien son travail et également de le ravitailler en médicaments, de voir s'il avait des problèmes quelconques. Bon, d'autre part, on profitait pour voir la population, pour voir s'il y avait des problèmes également. Et puis, en particulier quand on faisait des tournées sur le fleuve, donc, c'était de dépister les lépreux, d'abord, et puis également, donc, pendant ces tournées, de mettre à jour les vaccinations antivarioliques. Alors on vaccinait tout à fait à la chaîne. Et donc pendant ces tournées, donc on en profitait pour faire cette éradication de la variole qui a parfaitement réussi d'ailleurs. En même temps, on faisait également la visite, il m'arrivait de faire la visite des écoles. Ces enfants qui étaient dans des écoles de brousse, eh bien, c'était théoriquement des enfants de nomades. Et c'était théoriquement des enfants de nomades touaregs souvent. Or, les touaregs, les trois quarts du temps, ils envoyaient plutôt les enfants à l'école à la place de leurs enfants à eux, les enfants des bellas, donc les enfants des serviteurs. Et c'est comme ça que maintenant les bellas sont émancipés considérablement par rapport aux touaregs. Alors, au cours de ces tournées, on était toujours très, très, très bien reçus et ils n'essayaient pas du tout de fuir. Vous voyez, quand on voulait les vacciner, au contraire, ils étaient très contents. Donc, la tournée avait donc un intérêt professionnel,
un intérêt donc touristique, il faut le dire, hein, puisque vous voyez beaucoup d'animaux, vous voyez le pays. On a été une fois en tournée jusqu'au pays d'Ogon, c'était très intéressant, évidemment. Je crois que le dernier intérêt des tournées, oui, c'était surtout également, alors sur le fleuve, le contact avec les bozos. C'était considérable les poissons qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Quand ils pêchaient un coup de filet de bozo, c'était il ramenait une demi-tonne de poissons. Et les bozos étaient des types très sympathiques, extrêmement travailleurs et extrêmement sympathiques. Et bien, ils passaient leur temps sur le fleuve. Et c'est une chose d'ailleurs assez intéressante également sur le fleuve, pour ces tournées dont on s'apercevait, c'est que les enfants qui vivaient dans les villages sur le fleuve, eh bien, ils n'apprenaient jamais à nager, mais à l'âge de 3 ans, ils nageaient, comme on peut le dire, comme des poissons, et ils apprenaient tout seuls, ils n'avaient pas besoin on n'avait pas besoin de leur apprendre à nager à ce moment-là. C'est quand on faisait les tournées en voiture, et celle qui est dans le film, je ne sais plus d'ailleurs à quelle occasion, on était avec des militaires, et il y avait eu une tornade, justement la veille, à l'endroit où on est passé, et la voiture s'est embourbée. Et alors, quand la voiture est embourbée, on a vraiment essayé de sortir, et alors là, il n'y a vraiment rien à faire, il faudrait pouvoir avoir un treuil avec un camion et là il n'y avait vraiment absolument rien à faire. Alors on voit d'ailleurs qu'on essaye de mettre des branchages sous les roues, et finalement on avait été obligé d'y passer la nuit. Alors une des tournées aussi que l'on faisait, c'était une tournée que l'on faisait dans le carré des méharistes. Dans la tournée du carré des méharistes, donc on y allait, parce que les méharistes donc c'était ce qu'on appelait le carré, c'était généralement un peu sur la route de Taoudéni, vous voyez qu'ils étaient. Et ils passaient, on peut dire, c'était vraiment une existence alors un peu contemplative. Et ils étaient là, s'il y avait des problèmes. Donc, mais ils restaient quelquefois 3 mois, 4 mois sans revenir à Tombouctou. Alors on allait voir un peu ce qui se passait, parce qu'ils n'avaient avec eux aucun infirmier, hein, il y avait pas, les militaires, ils étaient, je sais pas, peut-être une cinquantaine seulement, donc ils n'avaient pas d'infirmier avec eux. Alors on allait de temps en temps donc faire cette tournée chez les méharistes, qui étaient très contents de nous voir arriver. Ils avaient une existence, oui, très, très contemplative, et puis finalement ils étaient pas malheureux. Alors ils redescendaient chaque année à Tombouctou pour le 14 juillet, justement, dont on parlait tout à l'heure. C'était alors d'une tournée qu'on avait faite avec le commandant de cercle, oui, une danse avec les Touaregs, et que c'était d'ailleurs aussi, oui, c'était des Touaregs, c'était des Kélantsars, exactement, je me souviens, ces Touaregs-là, c'était des Kélantsars. Et, on disait que c'était pas des vrais Touaregs là-bas quelquefois, mais enfin, et qui nous avaient accueillis justement, genre avec les danses, oui.
Touaregs étaient les seuls qui vivaient, j'en parlais tout à l'heure, vraiment à part. Alors, les Touaregs, alors on les rencontrait, on les voyait peu en consultation. Il fallait aller au-devant d'eux. Ils recevaient bien, mais il fallait quand même aller au-devant d'eux. Alors, le recensement, c'était une fois par an. Alors, c'était un cas un petit peu de conscience, parce que le recensement, il fallait, donc, c'était l'objet pour l'administrateur de faire un recensement, évidemment de la population, mais donc, il convoquait tous les qui avaient, à ce moment-là, je pense qu'il devait avoir 21 ans, à peu près, 21 ans. Donc c'était une campagne de recensement, une fois par an, ça faisait partie des activités que vous pouvez avoir. Donc c'était une activité, alors là, celle-là qui était vraiment militaire, mais qui était faite quand même par le commandant de cercle. Alors il y avait donc, dans la commission de recensement, le commandant de cercle, le médecin et un officier. Forcément, peut-être un peu partial. Je pense que c'est un bilan vraiment positif, vraiment. Parce que, vous voyez, maintenant, ce serait peut-être un peu difficile parce qu'il faudrait que j'aille me rendre compte sur place, mais par exemple, il y a une chose avec laquelle je fais une différence. C'est, d'une part, c'est déjà un premier propos, c'est que moi je suis tout à fait partisan, vous voyez, des rôles de Médecins sans frontières, par exemple, ça, tout à fait. Mais ils ne peuvent pas obtenir ce qu'on avait obtenu, parce qu'un médecin sans frontières, c'est une médecine d'urgence. Bon, il reste 2 mois ou 3 mois dans l'endroit. Puis quand ils repartent, évidemment, au bout de 3 mois, eh bien, la population retombe dans ses ennuis d'avant. Là, on avait une chose pour nous, c'est qu'on faisait des séjours très longs. Alors, on connaissait, on rentrait dans leurs mœurs, par exemple. Il y a des choses. Je vais citer un exemple pour lequel on est obligé de connaître. C'était la question des départs à la Mecque. Bon, chaque année, il y avait le départ à la Mecque pour qu'il devienne El Hadj. Et il y avait beaucoup. Et ces départs à la Mecque, c'était évidemment des nomades. Il fallait les vacciner contre la peste, contre le choléra, il leur fallait 7 ou 8 vaccinations. Bon, entre ces vaccinations, si on avait respecté les normes, il aurait fallu compter au moins qui reste à Tombouctou pendant 1 an ou 2 ans. C'était absolument impensable. Ouais, toutes les vaccinations, je dois dire, je les faisais. Je les faisais ces vaccinations en 1 mois et demi au lieu d'1 an. Bon. Si j'avais été dans les normes, vous voyez, le médecin Médecins sans frontières, il ne s'occupe pas de ça, il a autre chose à faire. Hein. Donc ce n'est pas un contact avec la population. Alors, l'azalaï, donc, consistait à aller chercher donc, le sel à Taoudéni, et le redescendre donc, sur des plaques. Chaque plaque pèse à peu près une dizaine de kilos, il me semble, largement. Ces plaques, après, elles n'étaient pas faites pour Tombouctou, mais elles s'embarquaient à Kabara
Et ensuite, elle repart. Donc ça faisait partie de la fortune de Tombouctou, parce que les commerçants donc, de Tombouctou étaient, en profitaient, bien sûr. Alors, donc, l'azalaï, c'est synonyme, on peut dire un petit peu, du mystère de Tombouctou. Parce que, au fond, on ne sait pas trop, plutôt on ne savait même pas trop ce que c'était que Taoudéni. Or, Taoudéni, c'était des mines de sel, mais des mines de sel où la vie était épouvantable. Hein, et actuellement, d'ailleurs, après la décolonisation, enfin, quand il y a eu un petit peu des troubles, tout cela, on y a mis des prisonniers qui sont morts là-bas. Ils n'ont pas échappé, ils ont resté là-bas. Et je crois qu'une des raisons de l'Azalaï et du succès de l'Azalaï, ça est assez loin, c'est parce que je crois que sur la côte occidentale, eh bien, il y a là-bas, on ne peut pas récolter le sel. Donc le sel de Tombouctou avait des débouchés partout. Je crois d'ailleurs encore maintenant, mais enfin maintenant ils vont le chercher en camion. Donc l'Azalaï était organisé par des commerçants de Tombouctou, enfin commerçants, c'est peut-être pas le bon terme, et c'était essentiellement alors un groupe de 50 ou 60 chameaux qui remontaient et qui venaient. Et c'était un spectacle magnifique parce que c'était pas une troupe de chameaux, c'était tout à fait en file. Chaque chameau était attaché à l'autre et ils chantaient aussi. Ils chantaient tout en circulation, ils chantaient en circulant. Et il y a le spectacle alors qui était magnifique, c'était le spectacle de l'Azalaï. Alors au moment où elle s'arrêtait, qu'ils allaient donner le boire aux chameaux, de faire remonter l'eau, c'était magnifique, oui. Donc nous sommes arrivés quand même à Taoudéni. Alors Taoudéni, c'est affreux, ce sont des trous avec plein de mouches. Il n'y a évidemment aucun arbre, rien. Et puis alors, c'est pour les gens qui passent quand même 2-3 mois au fond de la nuit. Et alors là, on en profitait pour voir, ils avaient apporté pas mal de médicaments, et en même temps, on en avait profité pour les vacciner justement contre la variole. Parce que à ce moment-là, c'était un épisode où il y avait beaucoup de variole. Et maintenant, alors par contre, une grande quantité de sel, je crois que c'est en camion qu'ils vont le chercher. Il y avait, chacun sait, puisqu'on en parle encore maintenant, et que cette année, ça a été également une des plaies pour l'Afrique, les invasions de sauterelles, oui. Et il y avait, je ne sais pas s'il existe encore, mais à cette époque-là, il y avait un service administratif, officiel tout à fait, qui s'appelait l'ère grégorigène, qui était consacré essentiellement à la prévision et au traitement des invasions de sauterelles. Mais évidemment, il était peut-être pour la prévision, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Et alors, lorsqu'on voyait arriver le vague de sauterelles, c'était en un quart d'heure, une demi-heure, tout était dévoré, tout était mangé et tout ça. Et elle détruisait absolument tout. Il y en avait 2 centimètres sur le... Oui. Et alors, il était prévu, justement, ça c'était peut-être une action d'allergie garigène, de vaporiser des insecticides qu'on avait vaporisés pour les détruire, mais ils étaient quand même un petit peu, évidemment, c'était un peu trop faible comme moyen. Mais je ne pense d'ailleurs pas qu'on ait fait beaucoup de progrès de ce côté-là. Parce que là, vu qu'il y avait eu également des invasions de sauterelles,
cette année. Et il me semblait que maintenant, avec les grands moyens, les hélicoptères pourraient balancer des tonnes d'insecticides, mais finalement, je n'ai pas vu ça. Et là, qu'on faisait, donc, il y avait les gardes-cercles, et on voit un garde-cercle, justement, dans le film, qui est en train de faire cela, de projeter des insecticides, je ne sais plus ce que c'était comme insecticide, évidemment, pour cela. Oui. Et curieusement, dans les souvenirs que j'ai pas du tout le souvenir que les Africains les mangeaient, ces sauterelles. Pas du tout, je crois pas. Non, c'est pas, il y a des pays où, paraît-il, les mangent. Ils font, là, à Tombouctou, je ne pense pas. Là, on les voit devant la maison du commandant de cercle. Et puis alors vers le fort Huguenet. Ah oui, absolument, c'est les meilleures années que j'ai passées là-bas. Oh, sûrement. On s'est bien plu. Mais on était jeunes. Mais bien sûr, mais oui, c'est mon souvenir, c'est. Et oui, bien sûr. Ça, je pense avec regret.
way.